Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro de Geek en série de l'année 2019. Et oui, ça y est. Bonne année. Bonne année, bonne santé à tout le monde. Ouais, nous, on commence, alors peut-être vous l'entendez, mais on commence malade. Ouais, ça s'entend, je suis un peu malade. Mais on est malade tous les deux, c'est la gorge. Ouais. Donc on s'excuse par avance. On enregistre cette émission au fond de notre lit, mais littéralement, voilà. Oui, littéralement, moi je suis dans le lit, vraiment. Voilà, donc c'était un peu difficile d'enregistrer, mais on tenait quand même à reprendre un rythme normal. Voilà, surtout qu'on recommence avec une émission qui est liée à Comics Discovery, ouais. Donc il fallait pas la louper celle-ci, puisque le thème de l'émission, on va le dire vite fait avant de faire les quelques petites annonces habituelles. Bah, ils l'ont vu, les gens, de toute façon. Oui, vous devez le savoir, mais en gros, nous faisons un double programme consacré aux jeunes équipes de super-héros. Ouais. Donc c'est super. Donc Comics Discovery, si vous écoutez sur Radio Campus, juste après, vous aurez donc la suite de ce programme fantastique avec des comics qui parleront donc de jeunes super-héros. Voilà, exactement. C'est super. Donc toi qui vas parler de Runaway notamment. Oui, tu spoil déjà, moi je regarde. Ouais, bah, on s'en fout. Mais je me devais de parler de Runaway. Bon bref, je vais dire, si vous nous écoutez en podcast, sur quel numéro on peut retrouver la suite de cette thématique intéressante? Alors c'est le 19. Ça sera le Comics Discovery saison 3, épisode 19. Épisode 19, qui sort le lundi, le même lundi. Oui. Peut-être qu'il sera pas tourné parce que tu sors... Ah, nous on sort le lundi matin, donc peut-être vous pourrez, si vous nous écoutez le matin, et bah vous pourrez écouter le live à 18h. Ouais. Voilà, sur la chaîne. Tous les lundis, sur la chaîne de Comics. Vous avez la vidéo si vous voulez venir voir à quoi on ressemble. Oui. À quoi on ressemble? Merci de dire ça, tu vas les faire fuir. Non, mais on essaie de. Moi, depuis septembre, on essaie de mettre en avant un peu le côté vidéo. On essaie, notamment pendant. Enfin, ça n'a rien à voir avec Geek en série. Bon. Pendant, je me fais un peu de promo du coup. Pendant les news, on essaie d'illustrer. Le petit James, et même pendant la review. Donc, non, mais je veux dire, il y a. Je retiens. Dans l'émission d'après, je vais faire beaucoup de pubs et je vais parler que de ça. D'accord. Non, mais je veux dire, il y a une valeur ajoutée avec la vidéo. Il n'y a pas que nous, on essaie de. Enfin, j'ai travaillé le layout, j'ai travaillé les illustrations. Bon, on a compris, James. Donc, tu passes encore les portes. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil aux vidéos, elles sont cool. Voilà. Tu passes encore les portes? Je vais poser la question. Non, je me suis fait chier à faire il dit ça, mais naturellement, avec la main sur son front. Je me suis fait chier à faire un truc, donc autant que ça soit vu par un peu plus de monde possible. Comment t'es? On a dit qu'on commençait dans la bonne humeur. Je suis dans la bonne humeur, c'est tout. Enfin... Ils vont dire un vieux chanteur de rock, genre ouais, j'ai fait un album, vous l'achetez pas, bande de cons. Non, il y a du monde qui. Je suis content, mais il y a du monde, plus sur un monde, plus je serais content. Non, mais en tout cas, c'est clair, on remercie tous les gens qui nous ont été fidèles tout au long de l'année 2018. Ouais. Qui sont toujours là, j'espère, avec nous pour 2019. En tout cas, ça nous fait chaud au cœur d'avoir eu tous ces commentaires, ces discussions avec vous. Ouais. Donc c'est super cool d'avoir le Discord qui commence à marcher de plus en plus, on le dit à chaque fois, c'est chouette. Ça à chaque fois, ouais. Ouais. Bon, après, on a en ce moment des petits canailloux qui mettent des petits liens, donc on se passe très bien. Ouais, des liens des pubs de cul. Voilà. Merci, James. J'essaie de ne pas le dire de D'accord, on ne le dit pas alors. C'est les aléas, écoute. En tout cas, on voulait remercier justement Guy qui nous a fait un don sur le Tipeee. Ouais, merci Guy. Voilà, donc comme tu peux le voir, Guy, l'émission on l'enregistre très en retard cette fois-ci, puisque c'est carrément du direct. Du coup, pour commencer donc cette année, on va faire un petit point concernant l'émission du choix des auditeurs. Vous savez que les votes sont toujours disponibles. L'an prochain, on fait pas ça, parce que j'en ai marre d'entendre ce truc tout le temps là. On verra ce qu'on fait l'an prochain. C'est l'émission des auditeurs, c'est eux qui nous diront. Bah non, moi je suis gentil, mais si, c'est trop gentil avec c'est notre émission, mais c'est notre émission de passionnés de série. Ils sont passionnés de série, c'est normal qu'ils nous disent un peu des fois ce qu'ils ont envie, qu'on leur fasse un peu plaisir. D'accord. Et donc là, le classement, écoutez, j'ai réduit à 5 finalistes, donc 5 séries qui sont beaucoup demandées. Et écoutez, j'ai remis récemment ce classement. Sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui avaient déjà voté qui revotent. Mais on peut revoter, on s'en fout. Tant que c'est ouvert, moi je prends tout le monde. C'est comme ça. Il faut soutenir sa série. D'accord. Moi je trouve ça beau, des fans qui soutiennent jusqu'au bout. Et on a eu de grands bouleversements dans ce classement. Pardon. Car Twin Peaks n'est plus premier, James. Là j'aimerais bien un petit fond musique top 50 si tu veux. Non, tu sais pas le faire. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, il a été dépassé par la série Son of Anarchy. Ouais. Donc il y a vraiment eu pas mal de votes ces derniers temps, qui est suivi par Game of Thrones, ensuite en 3e position Twin Peaks, ensuite en 4e position Desperate Housewives et en dernière position Once Upon a Time. Donc c'est quand même des séries assez variées. Alors qu'on l'a pas vu la fin, quoi. Moi je préfère attendre la fin avant c'est pas nous qui choisissons, James. Moi je respecte le choix de nos auditeurs.
tout me va, moi je regarderai tout. Donc vous nous dites, vous votez. Pour voter, c'est très simple, vous nous dites le nom de la série sur les réseaux sociaux ou bien encore par mail geekenserie.rcm@gmail.com ou sur le Discord. Voilà, mais votez pas Game of Thrones, c'est con. Mais tu laisses les gens voter ceux qui veulent. Fais gaffe parce qu'ils peuvent faire une remontée d'enfer qui peut rentrer dans le classement, c'est la 56 000 voix. Moi je la regarde pas, je m'en fous. Ah bah si tu regarderas, mais si tu la feras, on t'attachera en mode. Si je t'attachais en mode Hannibal Lecter, t'auras le masque et tout, tu devras. Jamais, déjà je le subis de temps en temps. Tu le subis de temps en temps, c'est la torture. Exactement. Ouais, dit-elle avec un rire sarcastique. Bref. Donc voici tout ce qu'on avait dit. Ah oui, et au niveau du Tipeee, donc si vous voulez nous encourager, donc vous avez le moyen donc de nous faire des dons. Mais apparemment ils ont mis un nouveau truc en place. Alors j'ai pas trop regardé, mais d'après ce que nous a dit notre auditeur Guy, apparemment quand on regarde des petites vidéos, je crois que c'est des petites pubs ou je sais pas quoi, ça nous fait gagner je crois 6 ou 60 centimes, j'en sais rien. 6 centimes je crois. Mais bon voilà, on prend tout. Écoutez, si vous avez envie de nous soutenir, ça fait toujours plaisir. C'est comme YouTube, mais je crois qu'il faut être connecté. Alors que YouTube, il faut avoir pas besoin un d'être compte, connecté. Ouais, bah oui, mais YouTube ne nous ont pas répondu. Voilà, donc c'est la vie. Donc on se débrouille comme on peut. En tout cas, on vous remercie pour votre soutien. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des dons, prendre n'importe quel soutien. C'est juste que les dons, ça peut nous permettre, par exemple, d'améliorer notre matériel. Voilà, mais n'oubliez pas les petits 5 étoiles sur iTunes. Oui, ça aussi, c'est une autre façon de nous soutenir. Ça permet de nous mettre en avant. Donc si vous avez envie de nous soutenir, allez sur iTunes. Okay. On sent que James est en train de décéder. Ouais, je suis en train de mourir de la voix. Et essaie de pas trop bouger ton micro, jeune garçon. Merci. Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque donc nous allons parler d'une série qui met en avant une équipe de jeunes super-héros. Alors j'aurais pu parler de Runaway, mais comme James t'a déjà spoilé, j'en parlerai dans la partie Comics Discovery, parce que je préfère plus le comics à la série télé. La série est nulle, non? J'ai pas retrouvé exactement la même ambiance que dans le comics. La vraie actu, c'est le retour de Young. Et puis justement, voilà, on va en parler. Nous avons choisi de parler de Young Justice parce que, comme tu viens de le dire, James, la série revient pour une 3e saison. Donc elle a déjà débuté. On n'en parlera pas nous parce qu'on n'a pas encore vu des épisodes. On va se concentrer sur les 2 premières saisons. Peut-être qu'on fera un bonus si vous voulez. Je pense qu'on fera un bonus peut-être en vidéo si on y arrive. Miracle de 2019 peut-être. Pour l'instant, il n'y a pas de sous-titres. Mais moi, je m'en fous. Moi, j'attends les sous-titres. Bah oui, mais à cause de toi, je suis obligé d'attendre. Bref, on s'en fiche. C'est pas grave. Donc pourquoi est-ce qu'on avait envie de parler de cette série avant de la présenter? C'est que les séries d'ici, d'animation, sont plutôt en général de bonne qualité. Sont cool. Voilà, on est assez amateur. Bon bah voilà, avec la série Batman, on peut pas ne pas passer à côté, qui est vraiment une série qui est appréciée par pas mal de monde. Bah moi c'est ça qui m'a fait connaître le personnage. C'est ça qui m'a un peu mis le premier étrier au comics, c'est cette série animée. Ah, c'est pas la série des années 90. Des années 60, tu veux dire? Non. Ah, des années. Ah non, moi je parle de la série animée. Oui, et bah non, parce que tu disais la série des années 90, mais je crois que tu vas parler d'une autre série. Non, je parle de celle-là, moi, celle de Bruce Timmel Paul-Dini. Ok, oui, donc celle-là, elle est exceptionnelle. Qui est exceptionnelle. Des qualités d'écriture superbes, on prend pas les gosses pour des cons. Moi j'aime, enfin, je sais que la 2e saison est plus décriée, mais moi j'aime bien aussi. Moi, j'ai peut-être un peu moins d'affection pour cette saison-là. C'est pas la 3e saison qui est décriée. Non, mais en fait, c'est parce mais je sais pas, nous on a eu tout. En fait, il y a un moment dans la série. Oui, tu parles où il y a tout qui a été changé au niveau design change un peu, le design devient plus simpliste. Ouais, j'aime moins le design. Moi j'aime bien, je trouve. Après c'est très Bruce Timm encore. Comme design, moi j'aime bien. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, notamment il y a des gens qui râlent sur Nightwing. Moi j'aime beaucoup son Nightwing. Avec son mulet, je le trouve très cool. Ah mais une coiffure mulet, ça fait toujours un petit effet. Moi c'est vraiment une série qui a créé ma pop culture. Enfin c'est un peu le fer de lance de pourquoi j'aime Batman, pourquoi je me suis mis aux comics, pourquoi j'aime autant la pop culture. C'est grâce à cette série là qui a vraiment marqué mon enfance. Elle est vraiment géniale. Elle a vraiment, si vous avez envie de la faire découvrir, je sais pas s'il faudrait commencer par la série en elle-même, mais si vous avez envie de la faire découvrir à quelqu'un, montez-lui le film tiré de la série qui s'appelle Batman contre le fantôme masqué. C'est pas mieux de le voir après, enfin si on connaît un peu la série? Non, parce que c'est un peu en dehors. Remarque, ça se passe avant. Ça se passe avant, c'est un peu en dehors de la série. En tout cas, le film, c'était. Et le film est génial, le film est très beau.
Enfin, ça, il pète les yeux. On fait pas le podcast sur Batman. On fait pas de podcast sur les films. Mais en tout cas, cette série, elle est vraiment très cool. Voilà, c'est un bel exemple. Elle est ressortie en Blu-ray il y a pas longtemps, donc elle est en VO. C'est qui fait une voix, Mark Hamill. Oui, c'est vrai. Vous allez savoir pourquoi il y a beaucoup de Star Wars dans cette émission. C'est le début de Mark Hamill en Joker, je crois, non? Il me semble, oui. Ouais, et il incarne. Je ne vais pas te dire à 100% que c'est sa première incursion, parce qu'on sait jamais si je dis une connerie, j'ai pas l'info vérifiée. Mais moi, en tout cas, c'est la première fois que je l'ai entendu en Joker. Cette série qui a créé Harley Quinn aussi, comme maintenant on voit dans Suicide Squad et tout. Et en fait, elle est arrivée c'est une création de Paul Dini et de Bruce Timm. Elle est arrivée dans cette série. Voilà. Donc c'est une série qui a vraiment. James, excuse-moi, je vais te couper parce qu'on a plein de choses à parler. Oui, excuse-moi. Et si on commence à faire Batman, on a pour 4 heures. Donc tu as une émission qui s'appelle Comics Discovery. Un jour on fera cette série annuelle, elle est trop bien. Va dans ton émission. Là, il y a plein d'épisodes qui sont géniaux. Donc en tout cas, voilà, ce qu'on voulait dire, c'est que les séries d'ici, elles ont quand même un côté qui va s'adresser pas mal aux ados, aux pré-ados. Il va y avoir un côté un peu adulte dans les séries. Je trouve qu'elles sont très intéressantes. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu choisir Young Justice, parce que c'est une série donc, qui va s'adresser aux adolescents et qui a beaucoup de thématiques qui vont être bien développées. On va voir ça dans quelques instants. On va commencer par par présenter un peu la série. Donc la série Young Justice, en français la Ligue des Justiciers Nouvelle Génération. C'est très moche comme titre. Ouais, bah en fait, je trouve c'est pas con de prendre la Ligue des Justiciers. Ça fait un peu comme une suite au dessin animé. Vraiment, si vous avez pas vu, parce que du coup, on explique chronologiquement. Vous avez Batman, la série animée. Après, il y a Superman qui était dans le même carcan créé par les mêmes personnages. Ouais. Enfin, par les mêmes. Il y a toujours Paul Dini derrière. Et à côté de ça, après il y avait la Ligue des Justiciers, qui est aussi une très bonne série très cool. Franchement, elle est moins connue, elle est plus adulte, je trouve. Elle est encore plus adulte que les Superman et Batman. Elle est vraiment cool. Et je pense que si vous l'avez pas vue, moi je commencerai vraiment par le Justicier parce que disons que ça permet de poser le contexte. Il y a un contexte à poser où il y a des personnages qui vont pas être présentés dans Young Justice. Alors que si on connaît la Ligue, genre je pense à Red Tornado, Green Arrow, tout ça. Dans la Ligue ou même Al Jordan, enfin pas John Stewart, excusez-moi. John Stewart est pas mal présent justement dans la Ligue des Justiciers. On les voit dans Young Justice, on les voit beaucoup en arrière-plan et on ne sait pas trop qui c'est. Allez, vraiment, c'est un plus de connaître bien l'univers et la Justice League, le dessin animé. Il introduit parfaitement cet univers-là. Donc, ok, merci James pour ce contexte. Et je trouve ça intelligent de dire. Enfin, ils auraient pu garder le même nom, mais la Ligue des Justices Nouvelle Génération, c'est pas si débile. Alors, par contre, James, j'ai une question. Parce qu'il y a des gens que j'ai vu ça un peu en faisant des recherches. Il y a des gens qui se demandaient pourquoi ils sont pas appelés ça Teen Titan Next Generation. Parce que c'est pas Teen Titan. C'est pas du tout pareil, on est d'accord. C'est pas Teen Titan du tout. Voilà. D'accord, Teen Titan, en fait, du coup, on peut. On va présenter Teen Titan parce que c'est pas mal. Il y a une série Titan qui est sortie. Il y a deux séries Teen Titan. Oui, non, mais je veux dire, il y a une série animée, une série live qui est sortie récemment, qui s'appelle Titan. Ouais. Donc, c'est peut-être bien vu que j'ai un spécialiste comics dans cette émission, de voir un peu la différence entre les deux. Teen Titan. Après, j'en ai pas lu beaucoup, donc je connais pas trop Teen Titan. Non, mais vraiment pas trop comment tu pourrais différencier? Est-ce qu'on peut vraiment différencier ces deux séries, donc Justice et Titan d'un côté, ou est-ce que finalement c'est un peu la même chose Pour moi, Teen Titan, il y a quand même un côté adolescent et plus enfantin. Mais par rapport à la série est quand même un peu moins ado, celle qui vient de sortir. Ah, tu parles par rapport à Titan. Ouais. Bon, après, tu peux comparer Teen Titan et Titan. Mais pour moi, Teen Titan, dans l'esprit, et Young Justice, c'est vraiment la suite de la Ligue de la Justice. Ouais. C'est un peu l'héritage, en fait, ce que transmettent les héros. Et d'ailleurs, on va voir que c'est une des thématiques, c'est-à-dire la transmission du savoir, de plein de choses. Alors que Teen Titan, ça va vraiment à côté. Il y a c'est vraiment les sidekicks parce que c'est ça en fait, on l'a pas expliqué encore. On va y arriver, je voulais juste finir de présenter l'équipe créative avant et après, vas-y. Voilà. Donc la série a eu 2 saisons, comme ça on peut le dire. Elle a été créée par Greg Weisman
qui est un des co-créateurs de Gargoyles, même s'il n'est pas cité en fait dans la série parce qu'il y a eu des problèmes, on va dire, artistiques avec Disney. Il a aussi travaillé sur Gargoyles, c'est Gargoyles, c'est une très bonne série et c'est en fait c'est le parenthèse que quand Disney a vu que Batman ça marchait tellement bien, ils se sont dit on va essayer de faire un truc un peu dans le même esprit, et ils ont fait Gargoyles. Et Gargoyles, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment cool. Ouais, c'est super cool. Donc ce que je veux dire, c'est que ce monsieur, il a aussi travaillé sur la série spectaculaire Spider-Man. Ouais, elle est bien cette série. Ouais, et si vous êtes fan de Star Wars, sachez que ce monsieur a été producteur exécutif sur Star Wars Rebels et il a été le scénariste notamment du comics sur Kanan, donc un personnage de Star Wars Rebels. Donc il a fait pas mal de choses, il a aussi bossé. J'aime bien ce comics là, non? J'aime beaucoup ce comics, je le conseille, mais... ça permet de découvrir le perso, découvrir pas mal de choses, et on peut le lire même si on n'a pas vu la série Star Wars Rebels. Ok, c'est cool. Vraiment, je conseille. Et sinon, il a aussi travaillé en tant que scénariste sur la série Kim Possible. Je sais qu'il y a pas mal de fans. Moi, j'aime pas Kim Possible. Moi, c'est disons que j'étais peut-être un peu trop. Ouais, j'étais trop grand, ouais, je pense. Voilà. Et donc la série, il a travaillé aussi avec Brandon Vielti, excusez-moi si je prononce bien, donc avec qui il a co-créé donc Young Justice. Et ce monsieur a travaillé sur la série Batman the Brave and the Bold, une série, il me semble que tu m'en avais parlé. Ah ouais, j'aime beaucoup cette série. Alors Batman the Brave and the Bold, c'est vraiment un hommage au Golden Age des comics. Donc le Golden Age, c'est vraiment les années 50 où quand Batman est très 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 kitsch, avec plein de couleurs et plein de un côté un peu comme un peu comme la série des années 60, j'allais te dire. Et en fait, Batman the Brave and the Bold, c'est Batman qui va faire à chaque fois un team-up avec un personnage différent dans chaque épisode et qui va rendre hommage à cette époque-là du comics. Et c'est une série qu'on pourrait, en regardant comme ça un épisode de temps en temps, avoir l'impression que c'est un truc très très pour les gosses et très mièvre. Mais c'est une série qui est très méta, qui est très intelligente et moi, je vous la conseille, elle est vraiment cool cette série. Ok. Mais il faut être fan de comics. Enfin, c'est vraiment mieux si vous êtes fan de comics. Après, si vous êtes pas fan de comics, je sais pas si c'est. Après, il a aussi travaillé sur un long métrage ici, enfin animé, qui s'appelle Superman Doomsday. Alors, je sais plus si on l'a vu celui-là. Si, moi je l'ai vu celui-là, ouais. Il était pas terrible, non? Si, mais c'est encore à l'époque où les films d'animation Warner sont pas mal. Ouais. Mais tu vois, je trouve que Warner, ils ont toujours été super au niveau animation pour mettre leur univers en avant. Sauf dernièrement, les derniers films là, ils sont pas géniaux. La série, elle a été créée en 2010 au début, et elle a été arrêtée à la fin de la 2e saison pour être remplacée par Teen Titango, un programme un peu plus enfantin. Moi j'aime beaucoup Teen Titango. On se demande pourquoi ils ont décidé d'arrêter cette série. Moi j'aime beaucoup Teen Titango. Parce qu'elle avait quand même pas mal de fans. Moi je ne suis pas fan de il y avait non mais je crois qu'elle marchait pas tant que ça. Hein. Elle a une grosse fanbase, mais je crois qu'elle marchait pas tant que ça. C'est peut-être plus, tu vois, les rediffs, les trucs comme ça, ouais. Peut-être que c'est grâce à l'essor de Netflix et de leur plateforme aussi qu'ils ont lancé que peut-être ils se sont dit on peut se permettre de remettre en avant. Bon, ils le refont vu qu'elle ressort. Ça a marché. C'est plutôt cool. Les gens ont réussi à. C'est les fans qui ont redemandé la série depuis pas mal de temps. Et pour une fois, écoute, ça fait plaisir de voir que ça revient parce que je pense que la série a encore pas mal de choses à nous raconter. Ça se trouve peut-être qu'on aura des épisodes, on dira c'est de la merde, je ne sais pas. Je ne sais pas, mystère. Alors donc, mon petit James, peux-tu nous présenter l'histoire de Young Justice? Alors, Young Justice, au tout début, vous allez avoir donc Kid Flash, qui est le sidekick de Flash, Speedy, contrairement à son nom, c'est pas. On peut dire aussi que Kid Flash, c'est aussi le neveu de. Ouais, c'est Wally West, le neveu de Barry Allen. Speedy. Speedy, c'est l'acolyte de Green Arrow. Et c'est un garçon là, c'est pas Speedy comme dans. Parce qu'il me semble que sa sœur, elle reprend dans la série à un moment le costume Speedy. Enfin, il a surnommé Speedy, c'est pour ça. Ah, peut-être, ouais. Oui, dans Arrow, tu veux dire? Dans Arrow, oui. Non, mais c'est pour ça. Non, mais rien à voir. Rien à voir. Non, mais c'est les sidekicks. C'est vraiment les sidekicks, originales. Vraiment les. Wally West. Là, c'est Roy. Merde, oui, c'est Roy. Je sais plus son nom de famille. C'est Roy quelque chose. Ouais. Et on a donc Robin également. Robin, donc là, c'est Dick Grayson, donc vraiment le Robin original. Et on a Aqualad. Donc là, c'est Garth.
Il a un nom, Kadoum. Ouais, Khaldoun. Ah non, c'est Khaldoun. Bon, écoutez, il a un nom. Non, du coup, c'est pas Garth. Non, c'est un autre. c'est Khaldoun, machin. Parce qu'à la base, c'est Garth qui s'appelle le Aqualad, le sidekick d'Aquaman. Et là, c'est un autre, c'est Khaldoum. Je sais pas comment. Donc, c'est un autre Aqualad. Mais on va pas encore dire exactement. Donc, eux qui vont. Enfin, dans le premier épisode, on les voit. Tous leurs mentors les amènent au hall de justice. Donc, c'est une espèce de. C'est dans le palais de la Justice League. Ouais, le palais de la Justice League, l'espèce de bureau sur Terre de la Justice League. Et en fait, ils lui disent oui, on va vous introniser en tant que membre de la Justice League. Junior, ouais, exactement. Et en fait, il les amène et c'est en fait il les intronise, mais il les met juste, il leur donne accès au hall de la justice, alors que la vraie base n'est en fait la base n'est pas le hall de la justice, mais le hall de justice, c'est un peu un musée, quoi. En gros, ils disent ouais, vous avez le droit, enfin, honorifiquement, vous êtes devenus des membres de la Ligue de Justiciers, mais vous l'êtes pas vraiment parce que vous allez pas venir avec nous, vous allez pas faire de mission avec nous, et vous allez en fait. Non, en fait, ce qu'il leur présente, tu présentes mal. Excuse-moi, je me permets, mais ce que dit Batman, c'est qu'il dit c'est un premier pas pour vous pour rentrer en gros dans la Ligue de Justice. Voici l'étape 1, c'est le hall de justice. Et vous allez faire en gros les trucs d'étape 1. Mais le problème, ça plaît pas à Roy, c'est que voilà, Roy n'est pas content, lui veut être déjà avec les adultes. Ouais, qui lui pensait être prêt pour aller pour rentrer vraiment dans la Justice League et faire des trucs et vraiment devenir un héros, quoi. Et il en a marre d'être sur ce truc de sidekick, et du coup ils vont créer, enfin du coup sans Roy puisqu'il va se casser, du coup on a Aqualad, Kid Flash et Dick et Robin, du coup, qui ont créé leur propre équipe. Ils avaient s'appelé Young Justice, qui sera toujours sous l'égide de la Ligue des Justiciers, voilà. Mais ce sera une espèce d'équipe undercover où avec d'autres personnages, ils vont justement ils vont accueillir la nièce de Martian Hunter, qui s'est fait appeler donc Megan, Miss Martian, voilà, et ils vont rencontrer, en fait, dès le premier épisode, ils découvrent un clone de Superman, voilà, donc c'est Superboy, Connor Kent, voilà. Et en fait tous les et il va se passer plein de choses qu'on va détailler, donc et ensemble ils vont créer leur équipe et ils vont faire voilà ce que je dis. Voilà en gros le truc de base. Et oui, mais je m'excuse, James, mais tu t'étends un peu. Donc voilà, et de toute façon on va en parler un peu plus. Donc voilà, comme tu le montres, en fait, la série, ce sont des ados qui décident de dire qu'ils veulent être comme les grands, qu'ils veulent jouer avec les grands et qui veulent faire de vraies missions. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début de la série, chaque épisode en fait va leur donner l'occasion de faire des preuves, mais aussi l'occasion d'apprendre et de faire des erreurs. C'est-à-dire que c'est vraiment très initiatique le début de la série. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais je trouve que tu vois, autant dans Teen Titans, il y a vraiment un côté ado où c'est les ados qui font un peu des conneries et qui font des missions qui veulent un peu rien dire. Là, vraiment, dans une justice, c'est vraiment des vraies missions avec des vrais, il y a des vrais enjeux et des vrais. Mais c'est ce que je te dis, c'est tout un parcours initiatique. C'est-à-dire que Batman, il a entendu ce qu'a dit les petits, pour montrer qu'il a intelligence. Batman, il s'est dit ok, vous voulez faire des trucs, mais on va faire étape par étape, je vais vous donner des missions de plus en plus compliquées pour justement en fait continuer de leur apprendre des choses sans que eux ils aient l'impression d'apprendre. C'est-à-dire qu'ils vont se dire ah bah c'est nous qu'on s'améliore, on fait des trucs et tout, mais ils se rendent pas compte qu'en fait Batman les éduque. C'est ça qui est intéressant. Le point fort en fait de cette saison 1, c'est la création. On voit vraiment la création de l'équipe. On voit chaque personnage et chaque complicité se crée, et je trouve ça pas con d'avoir parce qu'en fait on comprend dès le début que Kid Flash, Aqualad et Robin se connaissent depuis longtemps et ont déjà œuvré ensemble. Mais en fait ils sont des amis c'est des amis ensemble. Ils sont vraiment amis. On sent qu'ils sont déjà très liés. Mais Miss Martian et Superboy, qui sont nouveaux dans ce monde et même sur Terre, quoi, parce que Miss Martian, elle vient de débarquer sur Terre. Du coup, on voit tout par ses yeux à eux, et je trouve ça pas con.
et voilà. Oui, non, mais t'as raison. On voit, en fait, c'est ce que je disais, c'est vraiment initiatique, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre sur leurs capacités, mais ils vont apprendre à devoir travailler en équipe, à devoir se faire confiance. Et on va voir que justement, la confiance, c'est une notion qui revient pas mal au niveau des thématiques de la série. On va avoir différents types de confiance. Donc, on détaillera dans quelques instants un peu plus en détail toutes les thématiques de la série. Je veux juste d'abord qu'on parle un peu de sa construction et de son évolution, pour justement bien finir de poser le contexte qui va nous servir après à parler de toutes les thématiques qu'elle aborde. Je pense que ce sera plus clair. Du coup, James, pour toi, à qui est destinée cette série? Est-ce qu'elle est vraiment destinée à un public préadolescent, adolescent ou plutôt jeunes adultes? C'est une série qui est sombre quand même. Il y a pas de mort, mais il y a des. Bah ici, il y a des morts des fois. Il y a quand même un peu de tragique. Il y a de la violence. Il y a beaucoup de stress. Donc je sais pas à qui je la montrerai. C'est vraiment une série pour ados, je pense. Ouais. Moi, je pense que je la montrerai à des ados, peut-être à partir de, même tu vois, pré-ado, genre 11 ans, 11-12 ans déjà. Je pense que c'est dans toutes les séries qu'on a un peu listées tout à l'heure, entre Batman, même Batman Beyond, tout ça. Bah, Batman, quand même, c'était. Bah, je trouve que Batman tu peux le montrer à un gamin, je pense. Moi, je trouve qu'en termes de. Ah, moi, il y a de la tension, mais il y a plus J'ai de pas stress être d'accord hein. avec toi. Je trouve que Young Justice, Batman et Batman Beyond, c'est au même niveau, je trouve. Ah ouais? Ouais. Parce que par exemple, tu vois, moi, je t'avais dit quand j'avais vu la série de Batman, j'avais été hyper marqué par le perso de. Ah putain, je sais plus son nom, truc de bout là, Gueule d'Argile. Ouais. Ça m'avait vachement marqué et tout. Et je sais, pour parler avec des gens qui sont un peu plus jeunes que moi, qui ont aussi été marqués par cet épisode, eux, ils en avaient eu carrément peur, quoi. Moi, j'ai fait des cauchemars par rapport à Killer Croc. Bah, ouais. Killer Croc m'avait vraiment fait peur à l'époque. Tu vois, donc je pense pour des petits, c'est peut-être, tu vois, un peu. Ouais, c'est pas une série pour, c'est vraiment une série pour ados. Ouais. Mais je pense que genre à partir de 12 ans, c'est pas mal. Ouais. Parce que vraiment, ils vont se retrouver dans ce que vont vivre justement ces personnages. Même si c'est dans des. Tu dis, il y a beaucoup de tensions parce qu'ils ont chaque fois des missions à accomplir différentes, avec différents objectifs. Mais je pense que même. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Je pense qu'au début, ils savaient pas vraiment vers qui. Vers qui aller. Il y a vraiment une nette évolution parce qu'on sent le. Au début, il n'y a pas trop de fil rouge et plus tu avances dans la série, plus en fait on fait plus que du fil rouge, quoi. Il y a moins... Après, je suis pas tout le temps d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on a une construction que c'est à chaque début d'épisode, on a une date qui est marquée. Et en fait, si tu regardes la date à la fin, c'est tu vois les différents trucs et en fait, ça te permet, quand tu vois le final et que tu vois en fait vers quoi le fameux fil rouge va, tu te rends compte qu'en fait, les dates, ça nous sert à comprendre la mise en place de ce filet rouge. Ils y avaient pensé dès le début, ils disaient on va le faire comme ça. Par contre, tu vois, c'est plus en termes de tonalité que je te rejoins sur le côté, ils savaient pas trop à qui aller. Parce que c'est vrai que les premiers épisodes sont quand même un peu plus légers, même si on a l'apprentissage et tout, mais plus ça va, plus ça devient vraiment sombre avec des choses assez tragiques. La saison 1 est moins sombre quand même. La saison est moins sombre, mais la saison 2 c'est vraiment tragique, quoi. C'est vrai. Pas le dire autrement, quoi. Dans la saison 1, il y a quand même des 3 épisodes qui pourraient être un peu... Excuse-moi. Dans la saison 1, il y a quand même 2-3 épisodes qu'on pourrait mettre un part en disant bon bah tu peux les mater sans avoir vu le reste, alors que la saison 2 c'est vraiment que du fil rouge. C'est vraiment que du fil rouge, c'est vraiment les conséquences du final de la saison 1. Et voir un peu où ça évalue. Bon, on fera une petite partie spoiler sur la fin parce que c'est important de parler du final de la saison 2. Mais un truc qui est sympa, je trouve, dans la série, et souvent dans les séries animées, t'as une structure d'épisode qui va rester très 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 figée. Et là, ça bouge de parfum. Je trouve que c'est vrai, selon l'émission, c'est complètement différent, quoi. Il y a pas de truc, là il y a le truc qui va arriver, nanana, c'est moins structuré. Et puis t'as pas mal de côté des fois Inception, c'est-à-dire quand on utilise des pouvoirs de Megan, donc Miss Martian, c'est-à-dire qu'elle peut rentrer dans l'esprit, manipuler l'esprit, elle fait pas mal de choses. On n'a pas trop détaillé perso. On va les détailler avec les thématiques, je pense, ce sera plus simple pour les expliquer parce que c'est super important. Mais elle a des pouvoirs qui sont quand même assez trucs, elle peut rentrer dans les esprits et on va voir des épisodes comme ça qui moi m'ont fait beaucoup penser au film Inception. Alors, ils aiment bien jouer avec la narrative. Je sais plus quand est-ce que le film était sorti. Je ne sais pas si Monsieur Nolan regardait Young Justice ou si Young Justice regardait ça. Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Et comme tu disais, il y a pas mal au niveau de la réalisation, il y a pas mal de choses. C'est-à-dire les combats vont être pas mal épiques des fois. Et pourtant, c'est des jeunes, tu vois. Enfin, il y a vraiment, je trouve que c'est bien contrôlé en termes d'ambiance, en termes, de montée du suspense. L'animation est vraiment bonne. Cool. Et je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'animation que finalement, au cinéma, ça bloque pas mal des fois, quoi. Ouais.
Voilà. Même si tu vois, je trouve que par exemple Monsieur James Wan, au niveau de sa réalisation, c'est ça qui est un bon point au niveau du film Aquaman, c'est qu'il arrive à avoir un côté très dynamique dans les scènes d'action et tout, et ça rappelle pas mal le côté justement animation, moi je trouve. Donc c'est un petit avis personnel. N'est-ce pas mon petit James? Oui. J'ai l'air de décéder. Non mais je réfléchis. Je te vois en train de mourir. Bah du coup on va passer un peu justement à tout ce qu'aborde la série, ce sera plus simple pour parler des persos, pour parler de ce qui nous a vraiment plu dans cette série. Est-ce que t'as un perso préféré dans l'équipe? Un perso préféré dans l'équipe. C'est dur. C'est très très dur. Bah si. On a le petit Wally West quand même, on l'aime bien tous Wally les deux. West. Ouais, Wally West. Voilà. C'est le meilleur Wally West. Ouais, c'est le meilleur. C'est clair, c'est le meilleur. Même tu vois la série, elle réussit à me faire aimer Robin quoi. Ah mais Robin il est trop bien. Enfin dans cette série là il est très bien, mais dans d'autres. Mais d'ailleurs c'est peut-être on pourrait l'avoir comme débat, mais je trouve que c'est pas le Robin qu'on a l'habitude de lire. Bah c'est pas en gros. C'est pas Dick Grayson, c'est vraiment si on se pose sur le fait qu'il faut parce que pour les gens qui le sauraient pas, Robin est chiant. Robin en comics, il y en a plein. Il y en a 5-6 et Dick Grayson 5-6 t'es sûr? Il y a Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake et le petit Damian Wayne et la fille dans il y en a 4 vraiment très importants. Mais moi je trouve que ce qui relie tous ces Robins entre eux, c'est que c'est des chieurs toujours en train de râler. Non, c'est pas vrai. Je suis désolée. Et pour ça, je trouve que l'interprétation de Chris O'Donnell dans c'est Chris O'Donnell qui s'appelle, je sais plus son nom, dans Batman Forever et Robin, c'est tout à fait ça. Mais Dick Grayson, il est pas caractérisé comme ça normalement. Dick Grayson, il est très positif, il est très. Arrête, à chaque fois que j'ai eu le malheur de voir un Robin en comics, je le trouve chieur. Dick Grayson, je le trouve mieux caractérisé dans la série animée Batman. À la rigueur, où là, il a ce côté très blagueur, très. C'est vraiment l'opposé de Batman en fait. Il fait très un peu. Non, mais j'allais parler de la série des années 60. Alors que dans Young Justice, je trouve que c'est un Dick Grayson qui est beaucoup trop calqué sur Batman. Moi j'ai l'impression que c'est son fils. Enfin moi j'ai vraiment tu vois c'est ça que je ressens, c'est que tu vois quand on dit ah oui Batman ses coéquipiers, sa famille, nanana, je le ressens pas. Mais là dans Young Justice, je ressens que Dick Grayson a été élevé par Bruce Wayne et que c'est son fils. On retrouve le côté intelligent, posé, qui mais ça, prépare bien Drake, tout à l'avance. C'est plus Tim Drake. Vraiment, le Dick Grayson, normalement, c'est vraiment ce côté casse-cou et un peu. Ouais, mais je le trouve plus intéressant dans la série. Tout, là, on le voit moins, je trouve. On a vraiment l'impression. Mais j'aurais. C'est pas un défaut de la série, du tout. Mais si on devait trouver un défaut au niveau des persos, je trouve qu'ils ont un peu chié au niveau de la caractérisation. Moi, je le préfère comme ça, même si des fois, je vais être d'accord avec toi sur le fait qu'il est des fois peut-être un peu too much, que ça devient un peu du Deus Ex Machina, tu vois, des fois. Oui, il arrive à tout faire. Moi, en même temps, c'est un peu ça. C'est Dick. C'est dommage. Mais le perso est quand même intéressant. Le perso est cool, ouais. D'ailleurs, puisqu'on parle de lui, ça va nous permettre d'arriver à une première thématique, qui est justement, on parlait de ce passage justement de l'enfant à l'adulte et du fait qu'on a l'héritage qui se transmet. On en parlait tout à l'heure, que c'est ces gosses qui veulent être adultes, faire autant que leur modèle, et qui se rendent compte que finalement ils ont encore des choses à apprendre. Et on a vraiment dans la série, on a vraiment ce côté-là avec Batman, tu vois, qui est finalement celui qui va être le plus éducateur, je trouve. Ouais, c'est lui qui met tout. T'as les autres au début, ils sont là, ouais non, j'ai pas envie et tout. Et à chaque fois, c'est Batman qui va mettre en place justement, qui va faire venir par exemple c'est le stratège, Canary, c'est lui qui gère en même temps. Voilà, Black Canary pour qu'elle leur montre des techniques de combat, pour qu'elle fasse un peu la psy avec eux. Il va faire venir Red Tornado pour les surveiller. C'est lui aussi qui va aller discuter avec Superman qui au départ refuse un peu de rencontrer ce fameux clone. Non, ouais. Je trouve que tu vois, étonnamment, je m'attendais pas à avoir un Batman aussi éducatif. Mais là par contre c'est bien caractérisé parce que en fait Batman n'est pas le chef de la Justice League, il a pas le titre
Mais c'est lui qui chapeaute tout. C'est le puppet master. C'est le puppet master et on le voit là on le voit très bien. On le voit très bien. C'est lui qui organise tout, c'est lui qui donne les missions, c'est lui qui donne les accueils. Il voit le potentiel, c'est-à-dire que quand il y a les autres qui râlent sur machin chose et tout, lui il va prendre le petit jeune et dire viens là petit jeune, viens là. Tu vois, écoute, bon, là t'as merdé, mais c'est quand même bien ce que t'as fait parce que t'as appris, t'as fait ci, t'as fait ça. Un truc qui est cool aussi. Et qui va leur montrer que l'échec c'est pas grave aussi. Il y a un truc qui est sympa, s'ils auraient pu mettre direct Robin en tant que chef, parce que de base normalement dans Teen Titans c'est Robin le chef de l'équipe, c'est lui qui gère pour faire le côté encore une fois stratège, c'est lui qui gère cet aspect-là. Et là du coup comme c'est lui le plus jeune de l'équipe, il a pas encore l'expérience et il a pas encore le potentiel. Enfin il a le potentiel appris, mais il est pas encore prêt à diriger une équipe. C'est ça, il sent qu'il est pas assez mûr. Et c'est Aqualad en fait. qui est un peu plus mûr. Et ça tu vois, ça c'est une décision de groupe, c'est-à-dire que les jeunes vont se retrouver en mission, ils vont se rendre compte que ça fonctionne pas, que chacun était là en gros c'est moi qui fais ce que je veux, moi je fais ça, et puis finalement ils se rendent compte que ça va pas, et puis ils disent bon il faut qu'on s'organise, qui est le mieux, et puis ils se disent finalement c'est vrai que Aqualad est plus réfléchi, plus posé, ok on va dire que c'est lui qui prend la décision finale et qui va nous organiser, et ils apprennent par eux-mêmes, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand c'était ouvertement leur mentor, enfin leur coéquipier, tu vois, je veux dire Green Arrow ou autre, qui leur disait faites ci, faites ça, ils le prenaient mal. Et ça c'est un truc, tu vois, très typique de l'adolescence, c'est qu'à l'adolescence, je pense que vous avez tous ressenti ça, on n'a plus envie de recevoir d'ordre, on a envie de faire notre truc, on se dit on est adulte et tout ça, ça passe super mal. Et en fait c'est ça qui est important à l'adolescence, c'est d'apprendre de ses propres expériences aussi, on le voit dès et ça permet de se rendre compte, quoi. Au début on voit quand ils interagissent et quand ils partent en mission, ils interagissent pas entre eux, on les voit pas agir comme une équipe. Et il faut qu'ils se soient chapeautés. Oui, après. T'as aussi le côté voilà l'individualité. Ça aussi c'est quelque chose qu'on a tous vécu. On a tendance à faire un peu bande à part, à rester qu'avec voilà les gens qu'on connaît depuis le départ, avec qui on a évolué. Et c'est vrai que ça demande un apprentissage aussi. Et ça aussi, ça fait partie de ce qu'on apprend quand on commence à devenir adulte. Et la série montre ça très bien. Je trouve que c'est une des grosses qualités de la série. C'est vraiment de traiter de façon intelligente de l'adolescence sans tomber dans les clichés de je vais être rebelle, je vais faire gna 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 gna, je suis chiant gna gna gna. Tu vois, on n'a pas ça, on voit des ados qui apprennent. Dans les clichés de l'adolescence qui aurait pu être chiant et qui est pas mal, je trouve, c'est tout le personnage de Megan. Donc Megan qui est une martienne qui vient d'arriver sur Terre, qui a très envie de s'intégrer et qui fait un peu tout pour pouvoir à tout prix s'intégrer. Et ils auraient pu le mal le gérer ça. Et on va pas spoiler, mais après il y a des révélations. Il y a une quête d'identité de sa part aussi, sur ses propres origines. Mais ça, tu vois, c'est super intéressant parce que c'est aussi une autre thématique qui moi m'a beaucoup touchée, c'est la quête d'identité de ces personnages. C'est-à-dire que pareil, à l'adolescence, on a tendance à se chercher et on sait pas en gros comment s'intégrer, comment avoir confiance en soi, qui on est vraiment. Et ça, on va l'apprendre avec le contact avec les autres. Et avec ses propres expériences. Et on retrouve ça dans la série, comme tu le dis très bien, le personnage de Megan, c'est la fille qui a été rejetée sur sa planète, on n'explique pas trop pourquoi pour l'instant, mais bon voilà, elle a eu des soucis, et là elle arrive dans une équipe qu'elle ne connaît pas, elle va absolument s'intégrer, et donc au départ elle va pas être elle-même, elle va s'inspirer d'un personnage qu'elle suivait dans une série télé, et ça il y a beaucoup d'ados qui le font ou autres, qui vont prendre en modèle quelqu'un qui suit et tout ça, ça arrive, on se cherche, on sait se donner un style, tu vois, style rebelle, style gentil, enfin, elle essaye vraiment des fois elle est limite too much au début, ce qui fait que finalement ça va lui mettre des joies à dos, et c'est quand finalement au fur et à mesure elle décide d'être un peu plus elle-même et de prendre confiance. Mais la question c'est, est-ce qu'elle est vraiment elle-même tout le long de la série? On sait pas, disons, on va dire que physiquement, moi je pense qu'elle apprend au fur et à mesure, et dans la deuxième saison surtout, il y a des choses qui ont évolué par rapport à ces personnages, par rapport à son vécu, et qu'il a totalement modifié. Et finalement, c'est vers la fin de la série qu'elle prend vraiment conscience de qui elle veut être. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le choix de comment tu veux te positionner par rapport aux autres. Et on a l'exemple, par exemple, du personnage de Roy, qui est un personnage qui a du mal à se positionner au début pour différentes raisons. Ça aussi, on va pas trop expliquer pourquoi. Mais c'est intéressant, ça aussi, parce que, que ce soit à l'adolescence ou même quand on est adulte. Oui, même Superboy. Alors, Superboy, c'est un très bon exemple. C'est ça. Superboy, alors, question positionnement, il faut déjà qu'il devine qui il est. Est-ce qu'il est vraiment lui-même? Est-ce qu'il est juste
la copie de quelqu'un qui existe ou est-ce qu'il peut avoir sa propre identité, sa propre conscience? C'est quand même, est-ce qu'il est libre aussi de choisir sa vie? Ou est-ce qu'il va être condamné à répéter les mêmes choix dans l'ombre que du Superman, voilà, et puis surtout à répéter les mêmes choix que Superman, tu vois. Donc c'est vrai que c'est très intéressant ça aussi. Et là, tu vois, en ça, on retrouve justement l'enfant qui va s'interroger par rapport à ses parents. On a tous eu ce truc de dire, est-ce que bah tiens, comme mes parents, je vais être, lui, il a pas eu tu vois, sévère. Est-ce que il a pas eu d'enfance. Parce qu'en fait, il a été Superboy, c'est un clone qui était congelé, qui s'est réveillé à l'âge de 16 ans. A grandi en éprouvette. Ouais. Donc, en fait, en 3 semaines, il a eu 16 ans, quoi. Ouais. Si j'avais compris. Donc il sait pas trop comment il doit se positionner, s'il doit être gentil, s'il doit être méchant. Au final, on se retrouve avec un espèce de Hulk, puisqu'il est tout le temps, il est tout le temps très en colère par rapport à plein de trucs. Ouais. Donc c'est de là qu'il va tirer mais ses ça pouvoirs. C'est pareil, la colère à l'adolescence, c'est très intéressant ce que tu viens de soulever. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a tous traversé. C'est-à-dire ce ressentiment, mais c'est pareil, c'est toujours la notion par rapport aux parents, par rapport à l'héritage qu'on a. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de génétique, on se dit parce que mon père ou ma mère est comme ça, je vais être forcément comme ça. Et en fait, on va se rendre compte que non. C'est-à-dire que peut-être on a des cartes des gènes en commun, mais finalement, c'est ce qu'on décide de faire qui fait qu'on est nous-mêmes, tu vois. C'est très philosophique en fait. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Oui, vas-y, mais je trouve que chaque personnage, enfin pas tous, parce qu'il y en a qui font genre Robin et Wally, c'est peut-être un peu à part, mais tu regardes chaque personnage incarne un aspect de l'adolescence différent. Je suis d'accord. Quand tu regardes Superboy, donc c'est la colère. Megan, c'est le côté je veux à tout prix qu'on m'accepte. Artemis, c'est je veux absolument cacher mes origines parce que j'en ai honte. Mais Artemis, et ça, c'est que ça arrive pas. Artemis, c'est plus je veux faire l'inverse parce que bon, parce qu'on non mais Artemis, c'est pas vraiment un spoil, elle a honte d'où elle vient. Artemis, c'est quelqu'un qui a des origines spécifiques. Ses parents et sa sœur sont des super vilains et elle veut devenir une voilà, c'est l'inverse de ce que ses parents. Et en fait, elle veut être l'inverse elle fait l'inverse de ses parents en fait. Oui. Et ce que je te dis, elle a honte de ses origines et elle a peur que si on apprend, on lui laisse pas sa chance. Ouais. Et Aqualad, c'est les responsabilités. Ouais. J'essaie de récupérer les responsabilités. Ouais. Il y a les responsabilités et puis il y a aussi un côté de culpabilité par rapport, pareil, à ses origines. On va pas dire exactement quoi parce que c'est quand même une grosse révélation. Je pense que quelque part, il y a un côté un peu. Il s'emploie pas trop de cet héritage-là. C'est un peu justement, est-ce que c'est parce que c'est plus Artemis qui est donc toi tu vois plus le côté j'ai des grosses responsabilités trop jeunes peut-être aussi. Ouais, j'essaie d'endosser mes responsabilités. J'essaie d'être à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Je pense que c'est plus ça autour de Aqualad. Après c'est vrai que Wally par exemple lui Wally, ça vit très bien, c'est le petit rigolo. Mais est-ce qu'avec cet humour là il cache pas des fois un peu les choses qui essaie de séduire? Oui, mais si tu regardes aussi l'humour, c'est peut-être aussi pour cacher un manque de confiance. Aussi, tu vois. Ça, c'est pas mal. Alors que tu vois, plutôt, Tim Drake, ça serait le petit génie, tu vois, qui finalement a peut-être besoin. Parce que tu vois, si tu regardes Batman, il oblige le petit Tim à pas révéler son identité. Alors que les Tim, autres... c'est Dick. Dick, pourquoi j'ai Tim? Ah oui, parce que Tim il arrive après. Excusez-moi. Donc Dick, donc Dick, il faut pas dire qui il est, il peut pas montrer son identité et tout. Alors que les autres. Ils ont pas parlé de Jason Todd. Ils se sont gardés de côté au cas où. Parce que personne. Non mais peut-être qu'ils ont envie de faire Red Hood. Ah je sais pas. On verra dans la saison 3. Ouais peut-être. Bref. Non mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que Batman, c'est quand même le père qui est quand même genre très autoritaire, qui est genre tu te mets pas aux autres et tout, et donc du coup il a ce côté un peu seul, et là il se retrouve dans un groupe et du coup il va devoir apprendre aussi à se sociabiliser et à voir que finalement le contact avec les autres c'est pas mal aussi. Et si tu vois au fur et à mesure que la série évolue, je trouve qu'il devient un peu plus décontracté. C'est-à-dire qu'au début il était très emballé dans le cul, je veux dire ça pas autrement. Non, moi je trouve qu'il se décontracte un peu, tu vois. C'est vrai qu'au début, je crois qu'il y a un moment, c'est Wally qui le dit, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. C'était le seul qui avait pas le droit de dire son identité aux autres. C'est ça, et des fois... Il avait toujours des lunettes de soleil. C'est ça. Et du coup, il y avait moins... Il est toujours un peu à part, tu vois. Et finalement, après, il va arriver Mais le perso dans la série en elle-même est un peu à part, même après, quand il est chef de... Ouais. Mais parce que c'est l'éducation Bruce Wayne. C'est Batman en même temps. Hein. Batman, il est toujours à part, même dans la Justice League. Oui. Il reste quand même... c'est Batman qui est... Non, mais c'est l'éducation, quoi. Et puis, on parle de une autre thématique qu'on retrouve à l'adolescence, et qu'on voit aussi dans cette histoire de super-héros sidekick, c'est arriver à sortir de l'ombre de ses parents, de l'ombre de son mentor, et exister par soi-même.
tu vois. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient. Et encore une fois, on peut citer Roy, par exemple, qui à chaque fois, voilà, veut faire son propre truc, donc il va devenir Red Hood. Après, bon, il y a un autre changement, mais bon, voilà, on va pas expliquer. Non, il reste Red Hood. Oui, il reste Red Hood, mais bon, voilà. En bref, voilà, il veut sortir de l'ombre, il va être reconnu lui-même, et à chaque fois, on lui dit « Ah, mais c'est le psychic de machin chose. Oui. » Et ça l'énerve. Le psychic, ouais. Voilà, ça l'énerve. Au lieu de se dire « Bon, bah, c'est mon héritage », lui, ça l'énerve, il veut être reconnu que par lui-même. Il veut être autre chose. Et ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'on a tous vécu, ce côté je veux exister par moi-même et pas parce que je fais partie de telle famille, de tel truc. Tu vois ce que je veux dire, James? Ouais. Enfin, il y a une autre grosse qualité de cette série, et on en a pas parlé encore. Oui. C'est l'univers. Et vraiment, je trouve qu'ils ils ont réussi à englober un peu tout l'univers d'ici. Ils arrivent à faire des clins d'œil à plein de personnages. C'est clair, puis ils mettent en avant des persos qui vont être moins connus, tu vois. Genre par exemple dans la saison 2 on a Blue Beetle. Je sais que moi je l'ai connu en lisant les New 52, parce que tu vois je connaissais pas avant. Ouais, et j'ai trouvé que le perso était sympathique. En plus c'est un hispanique si je me trompe pas. Ouais, c'est Jamie Reyes. Donc c'est cool d'avoir un peu, tu vois, de Raimé comme il dit. La VF est pas géniale, hein. Non, mais on l'a pas dit encore, mais les deux saisons qui sont dispo sur Netflix. Ouais. Je sais pas si ça va durer puisque. Je sais pas, vu qu'ils se sont entendus pour passer Titan sur Netflix, peut-être qu'ils vont passer la saison 3. Peut-être qu'ils vont passer la saison 3, je ne sais pas. Ouais, là ça serait bien. En tout cas, vous pouvez aller les voir. Et on a eu un problème, mais je pense que c'est sur toutes les. Je sais pas, c'est-à-dire que dès qu'on passe en fait sur Netflix en VO, dès que c'est classé enfant, ils passent direct en VF pour que les gens. Et puis ils mettent les sous-titres. Alors du coup, quand tu veux les enlever ou que tu veux les remettre, c'est super chiant. Ouais, du coup on en a été un peu par flemme. Au bout d'un moment on avait marre de changer chaque épisode, puis on s'est dit on va tester la VF pour voir. Ouais, mais à l'époque moi j'avais vu tout en VO, parce que je regardais. C'est vrai que la VO, les acteurs font du super bon boulot. Ouais. Bah ça nous tentait bien en fait, c'était la thématique direct, ça nous a tenté. Mais c'est vrai que bon en VF, il y a quand même les voix habituelles de Batman et autres. Bon, les acteurs sont pas non plus désagréables, mais c'est vrai que quand on a vu la VO, on voit des choses au niveau traduction, comme toujours, qui sont des fois un peu gênantes, voilà. Le Raimé, par exemple. Ouais. C'est bizarre. Et une autre, donc je dis l'univers, donc oui, c'est bien développé. Mais même si on lit pas trop de comics, mais je veux dire, il montre un échantillon assez large de l'univers de DC, et en même temps, ils arrivent à garder des gens un peu réguliers. Enfin, je pense dans les méchants, il y a Sportsmaster qui revient pas mal. Je trouve qu'ils ont bien choisi leur petit truc pour pouvoir on a des visages un peu cultes, on voit des méchants emblématiques. Voilà. Par contre je suis pas fan de la gueule du Joker dedans, oui c'est vrai, je suis pas fan non plus de il y a certains designs qui sont vraiment cool. Après on a des méchants classiques comme Luthor qui revient, qui est plutôt intéressant, mais il y a des choses qui m'ont gêné aussi. Enfin bon. Mais ils intègrent bien. Enfin, franchement, c'est une super porte d'entrée si vous. Je pense de DC. Pour des ados, tout ça, s'ils ont jamais lu de comics, on peut leur faire découvrir l'univers comme tu dis avec ça, et leur montrer après les comics, par exemple. Ça et si vous êtes fan de comics, c'est cool parce que vous voyez plein de trucs. Et pas les. Enfin, je pense, genre Simon. Enfin, il y a plein de méchants qui reviennent qui sont pas des méchants qu'on voit tout le temps. Et ils ont réussi à s'amuser à mettre des trucs un peu cool. C'est le cerveau, je pense qu'il y a quoi d'autre. Il y en a plein de méchants. Non, mais c'est plutôt pas mal. Après, faut pas trop dire non plus pour pas trop. On voit Bane à un moment aussi. Ils auraient pu se contenter. Enfin, je pense par exemple à Arrow, où on sent qu'ils avaient envie de faire une série Batman, qu'ils ont pas pu faire une série Batman. Donc ils foutent tous les méchants de Batman qu'ils trouvent, parce que. Mais en même temps, Arrow attire beaucoup de méchants emblématiques, parce que. Il en a pas mal. Il y a Vertigo, il y a. Enfin, tu vois, c'est un des problèmes. Tu vois, ils auraient pu se dire on va mettre que des méchants de Batman parce que c'est les meilleurs. On est d'accord. Enfin, la galerie de vilains de Batman, c'est les meilleurs. Faire découvrir. Et au final, on les voit pas tant que ça. On voit Freeze, on voit Joker à un moment. Mais franchement, ils sont. Non, mais là, il y a plein de méchants différents. On fait des découvertes, c'est cool, quoi. Plein d'univers de DC, et on a même un côté, on voit Zatanna à un moment, il montre un peu tout le côté un peu mystique de DC qui est sympa. Voilà, puis si vous avez vu par exemple dernièrement Aquaman, vous allez retrouver des méchants d'Aquaman. Je crois qu'on voit Ocean Master à un moment. Ouais, mais on dit pas plus.
C'est vraiment cool. Ouais. Je trouve qu'ils arrivent vraiment bien à gérer cet univers et ça fait vraiment encore une fois continuité de la Ligue de la Justice. Mais c'est ça, ouais, ce passage de pouvoir d'héritage, on revient sur ça. Ouais. Et il y a une autre thématique, une grosse thématique de la série aussi, c'est la confiance. On va avoir la thématique de la confiance en soi, la confiance dans les autres, sur le fait justement de travailler en équipe, qu'est-ce que ça implique. Et on retrouve beaucoup cette question-là, et on a souvent dans la série le côté, c'est-à-dire que ils vont pas se faire confiance parce qu'on va leur dire qu'il y a un traître parmi eux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? La saison 3 va pas ils insistent beaucoup dessus, mais bon, en même temps, moi je comprends parce qu'ils se connaissent pas. Donc comment tu peux, en fait, parce que tu dois travailler en équipe, tu dois remettre ta vie aux mains de tes équipiers, tu ne les connais pas, et du coup c'est facile de psychoter en fait, je trouve, quoi. Je sais pas, moi c'est un truc après on n'a pas trop de moi ce qui me casse les couilles un peu, et je sais plus qui c'est qui en avait parlé, on en a parlé dans un Geekery, je crois. Quand il y a un épisode où il y a toute une intrigue qui repose juste sur le fait que la personne ne révèle pas une info qu'elle a. C'est pas on n'est pas dans ça. Ça reste quand même très après ils cloisonnent les logique. Informations en fait. Après ouais, ça reste logique, ouais. C'est logique qu'ils disent pas certaines choses parce qu'ils aient peur, enfin on comprend leur réaction, mais c'est là qu'aussi finalement ils se rendent compte au bout d'un moment que finalement en communiquant, ça évite d'avoir des peurs, ça évite de se faire des idées, et ça permet quelque part de se rendre compte que on se fait une montagne pour rien, et qu'en communiquant, ça règle de suite le problème. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont apprendre par eux-mêmes, et qu'ils vont apprendre aussi aux adultes. Parce que il y a plusieurs fois, ils disent, écoutez, vous nous avez pas dit, nous on a dû faire ça, et maintenant, voilà le problème. Vous nous auriez dit, on aurait bossé avec vous, on aurait communiqué, il y aurait pas eu ce souci. Et là, les adultes se rendent compte aussi, quoi. C'est que c'est une série qui a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites dans les... C'est ça, et les personnages les affrontent. Ouais. Ça, et c'est bien ça aussi. revient quand ils font une connerie dans un épisode, ça va forcément revenir après, où il va y avoir une conséquence ou c'est pas... c'est vraiment, ils gardent ce côté fil rouge est vraiment très bien. Oui, c'est ça, si un personnage fait un truc dans un épisode et que plus tard, ça revient, il va devoir affronter ça devant les autres, quoi. C'est vraiment pas mal, hein. Et c'est vrai que genre vers la fin de la saison 1 par exemple, il y a tous les secrets cachés, les choses comme ça qui vont exploser, et vraiment ils vont devoir faire face à ce qu'ils ont fait, et c'est là qu'ils vont vraiment apprendre beaucoup, et qu'on va avoir ce travail d'équipe qui va fonctionner de mieux en mieux. Et puis dans la saison 2, on va avoir les choses un peu qui vont changer un petit peu en quelque sorte. C'est-à-dire il y a une ellipse déjà. Ouais, il y a une ellipse de temps. Ça aussi c'est bien. On a il y a 5 ans entre les deux saisons. Donc ça c'est cool. On va avoir des persos qui grandissent. Donc du coup, si vous regardez en même temps que vous grandissez, ou que vous êtes par exemple des jeunes adultes, là du coup vous allez plus vous reconnaître dans la saison 2 peut-être. Du coup Robin devient Nightwing avec un costume génial. Et on essaie chef de pas trop spoiler quand même, on dit des choses qui sont évidentes, hein, voilà. Mais du coup disons qu'il y a des donnes qui vont changer, des ennemis vont des amis vont devenir des ennemis, des choses comme ça. Enfin, tout va être bouleversé, et donc ça va être l'adaptation face à ce nouveau monde. C'est ça qui est cool. Une réelle évolution du monde et de une nouvelle menace, et du coup ils vont devoir se soulever pour encore plus. C'est ça, c'est-à-dire toute leur certitude, tout ce qu'ils ont appris, ils se retrouvent de nouveau totalement perdus, parce qu'ils vont devoir de nouveau affronter, accueillir des nouveaux gens dans leur groupe. Donc ça implique essayer de faire confiance, essayer de connaître ces gens-là. Voilà, des nouvelles situations qu'ils n'ont pas l'habitude et tout. Et c'est très intelligent. Et c'est vrai que ce côté adaptation, c'est quelque chose qu'on a vu souvent dans beaucoup de séries dont on a traité. Et allez, on va faire un petit promedone. C'est vrai qu'on retrouve un peu ça aussi dans Buffy. Quand Buffy va par exemple à la fac, ou quand Buffy doit travailler, c'est des changements où quand t'es adulte, t'affrontes de nouvelles choses et tu dois t'adapter. Et on retrouve ça, pareil, qui est fait de façon très intelligente dans Young Justice. On voit ces persos qui s'adaptent. Ils sont assez couillus au point de se dire ils auraient pu continuer avec les mêmes personnages et faire l'évolution. Non, ils se gênent pas de peut-être un peu oublier les anciens personnages et les mettre de côté pour en rajouter des nouveaux qui apportent une nouvelle thématique et une nouvelle et un nouveau souffle à l'équipe. Je trouve que c'est intelligent. Oui, parce que c'est très intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui vont évoluer, partir dans ce qui était la cour des adultes, c'est-à-dire la Ligue de la Justice, d'autres qui vont rester dans New Justice parce qu'ils ont envie de transmettre ce qu'ils ont appris. Et ça c'est très intéressant, tu vois. Et c'est pas forcément ceux à qui on croit, tu vois, enfin on pensait qu'il est resté là, quoi. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est cool parce que du coup les persos où au niveau storyline on n'a plus grand chose à faire avec eux,
on les met dans la Ligue Justice, ils font leur aventure et tout ça. Et ceux qui ont encore des questionnements, des choses à apprendre, voilà, ou que le public avait un attachement particulier, on les laisse et eux ils vont servir justement de transmission pour encore une autre génération. Et même, ça, même beau, ceux qu'on aurait pu se dire c'est dommage, on le voit plus, il y a quand même ils auront leur petit quart d'heure de moment où ils pourront briller, on les revoit un peu tous. Mais dans un sens c'est pas mal je trouve, parce que justement ça permet de pas avoir des épisodes où on va se dire on se fait chier, c'est bon, on s'en fiche, tu vois, des histoires un peu factices et tout, comme on trouve dans pas mal de séries aussi où on se dit c'est bon, ils ont trop tiré le perso, pouf. Par contre le truc qui est un peu problématique, c'est qu'ils ont mis en avant certains stéréotypes et du coup ils ont un peu remplacé un stéréotype par un autre. Je pense par exemple à Wally West. Du coup, Wally West dans la saison 2 est en retraite. On le voit moins. Mais du coup, il y a Bart Allen. Bon, c'est pas vraiment ça. Il y a Bart Allen qui débarque. Et on donc, dit Bart pas Allen, comment il vient. On ne sait pas comment il donc il y a Bart Allen. Voilà. Donc un nouveau Flash. Donc c'est pas Flash, c'est Impulse du coup. Donc qui reprend ce rôle. Et qui est le petit rigolo. C'est le petit rigolo, ouais. Mais avec une part plus sombre peut-être que... Mais après c'est vrai que ce que je reprocherais à la série, c'est quand même au niveau de la diversité. Parce qu'il n'y a pas tout non plus, disons qu'il y a des diversités, race, choses comme ça, mais est-ce qu'il y a vraiment des diversités un peu LGBT au niveau des personnalités, au niveau d'un peu tout? Je trouve que c'est peut-être un peu limité. Ce genre de truc on le voit que maintenant arriver, et la série elle est quand même vieille. 2010 2010 elle a 9 ans. Je pense que là il y en a, je crois, dans le nouveau. Donc il y a une évolution aussi. Il y a une évolution ils ont pris je crois qu'il y a un perso LGBT dans le lot. C'est pas mal, parce qu'il faut un peu il y a plein de diversité. Regarde, il y avait Jaime qui était latino. Non, mais t'as des diversités plutôt de race, ils essayaient quand même quoi, mais afro-américains. Ouais, mais c'était toujours un même type, comme tu dis, de caractère qui était interchangeable. Donc ça c'était un petit peu dommage. Voilà, c'est vrai que c'est dommage. J'espère que c'est quelque chose sur lequel ils vont travailler. Tu regardes Tim Drake prend la place de Dick Grayson. Il y a pas vraiment de changement c'est le même personnage quoi. Et du coup, James, au niveau quand même, pourquoi finalement, parce que c'est toi qui as lancé cette thématique des équipes de jeunes super-héros, et j'ai envie de te demander pourquoi tu avais envie d'aborder cette thématique. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu trouves que c'est un genre qui est trop sous-estimé, qui est souvent pas écrit justement, et Young Justice c'est peut-être un exemple à suivre? Comment c'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a donné envie d'en parler? C'est un truc qui est vachement représenté au final dans l'animation, parce que c'est facile pour les animateurs de faire des trucs où les enfants vont pouvoir s'identifier. Tu t'identifies peut-être plus facilement à un Robin qu'à un Batman quoi. Il y a moins de séries Batman. Quand tu les comptes au final il y en a pas mal, mais quand tu regardes Batman Beyond, c'est un peu le même délire, tu vois, c'est un Batman plus jeune mais est-ce qu'il y a beaucoup de bons exemples de séries comme ça? Côté DC, parce que moi, tu vois, je vois Batman Beyond, je vois celle-ci. Teen Titan, j'ai pas trop accroché. La vieille série, moi. Qui est un peu plus inspirée animation japonaise. Ouais, mais elle est pas vraiment cool. Du tout, Moi, je l'ai pas regardé en entier, mais faudrait que je m'y penche, un de ces quatre. Franchement, j'ai évité abandonner. Et il y a vraiment moi, j'en ai des super retours. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui l'adorent cette série. Teen Titan, après Teen Titan, c'est Teen Titan Go, je veux dire. Ah, ça, je déteste. C'est spécifique. C'est très gamin, moi, je trouve. Bah oui, c'est très. Enfin. C'est comme, tu vois, Batman c'est comme Batman Bref des Obols. Voilà, ça aussi, j'ai pas aimé du tout. Si on regarde que en apparence, c'est très gamin. Mais en fait, c'est très méta. Il y a beaucoup de. Enfin, c'est une série qui. Elle est plus profonde qu'elle pourrait laisser penser. Mais c'est très con. C'est très très con. Moi, ça me fait rire. Mais parce que tu es con. Tu viens de nous l'avouer. Et puis, je suis pas très objectif par rapport à DC. Mais. Ça, c'est vrai. Je vais aller voir le film. Le film est très 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 bien. Je vous le conseille très fortement. Il y a Kristen Bell et Will Arnett qui font une voix dedans. C'est juste pour ça. Ouais, ça vaut le coup. Et il y a Nicolas Cage qui fait Superman. Ah, t'essayes de me donner envie, c'est ça? Ouais, non mais allez voir ce film, il est vraiment cool. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, moi j'essaie de savoir en gros, pourquoi donc t'as fait ce sujet? Moi j'aime bien le côté adolescent dans le super-héros. Même en comics, tu vois, c'est un truc où je vais aller facilement aller. Je pense à Super Sons par exemple, donc qui est
un des trucs que j'ai lu en 2018, c'est une de mes meilleures séries mainstream en 2018, c'est le fils de Batman, donc Damian Wayne, et le fils de Superman, John Kent, qui font une espèce de team-up et qui vivent des aventures. C'est vraiment très sympa. Moi j'aime bien les trucs, c'est un peu frais, un peu... J'y vais facilement vers ce genre de série-là. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Okay. Je pense même chez Marvel, Young Avenger est vraiment cool. Toi, Runaway, tu m'avais dit que c'était bien. Moi j'aime beaucoup Runaway. C'est pareil, je trouve que ça parle plutôt bien d'adolescence. Et du fait de se retrouver confronté à la vraie image de ses parents qui va être différente de ce que tu penses. J'en parlerai plus tout à l'heure. Et c'est vrai que par exemple la série Runaway, j'ai moins accroché, pourtant il y a James Marsden dedans, entre parenthèses, mais j'ai moins accroché, je sais pas, je trouve que je retrouvais moins ce qui m'avait plu dans le comics, je trouve que ça faisait un peu plus fake, un peu plus... En fait, tu vois, ça me pose le même problème que par exemple Gossip Girl, parce que c'est la même équipe qui a fait Runaway, Gossip Girl, et je trouve que c'est un côté un peu trop factice à mon goût. Et j'arrive pas à m'accrocher au personnage, alors que dans le comics, j'ai beaucoup aimé, tu vois. En comics, sinon, je pense à... Je sais pas vraiment équipe de super-héros, mais il y a, tu l'as lu aussi, Wolverine and the X-Men de Chris Bachalo. Il est sympa celui-là. Et je crois que c'est Jason Aaron au scénario. Ouais. Donc c'est Wolverine qui se met à qui va devoir diriger l'école Jean Grey, qui s'appelle Jean Grey. Ouais, c'est la meilleure. Avec beaucoup de conneries et beaucoup de Quentin Quire. Si vous connaissez pas ça, Quentin Quire, c'est très drôle, je trouve. C'est un personnage, c'est un des mutants, je crois que c'est un mutant Oméga. C'est un des mutants les plus puissants de l'univers de Marvel. Et c'est une espèce de gros con. C'est un petit con donc qui est télépathe et c'est un adolescent avec les cheveux roses. Il est très drôle. Et c'est Wolverine and the X-Men, c'est pas une équipe d'adolescents, mais c'est un univers adolescent et Wolverine qui essaie de tant bien que mal de gérer faire ça. C'est très très cool. Et puis c'est dessiné par Bachalo, et Bachalo c'est très très beau. Donc voilà, si vous avez envie de... Mais moi, tu vois, ce que j'aime bien justement avec l'adolescent super-héros, c'est qu'on peut le voir comme une métaphore de plein de choses. C'est-à-dire à l'adolescence, t'as ton corps qui change. Ouais. Ce n'est pas ça, là, rappelle-toi ce que disait le doc. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec des choses qu'on doit apprendre à contrôler, qu'on ne comprend pas. Et le fait d'avoir des histoires de super-héros qui vont vivre ça, finalement, on se sent moins seul. Et puis, comme je te dis, j'aime beaucoup ce côté héritage, c'est-à-dire qu'on va avoir des modèles et des choses. Et c'est nous qu'on décide qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut continuer. Et je trouve que je le rapprocherais pas mal justement du Spider-Man Into the Spider-Verse, où on a vraiment exactement les thématiques qu'on retrouve dans Young Justice. Et à la fin, c'est un film qui est super positif avec... c'est juste une phrase écrite sur un carton à la fin que je trouve super positif et qui correspond tout à fait à ça. C'est-à-dire qu'on est tous, quelque part, un super-héros. Ça veut dire on est tous pareils et on peut choisir tous de faire des choses super et grandes, chacun avec ce qu'on possède de base. Ça sert à rien d'avoir des trucs extraordinaires. Avec tes compétences, tu peux faire des choses bien parce que tu vas le choisir. Moi, et c'est positif. Je crois que dans Spider-Verse, donc Spider-Man Spider-Verse, il y a un truc qui est symptomatique un peu tout le film et qui est pour moi le plus beau caméo de Stan Lee de tous les temps. Je suis d'accord. Qui m'a presque fait pleurer. Mais c'est parce que le mec, au moins, il est parti sous une putain de belle. Ouais. Tu vois, de belles choses, je vais juste vous spoiler ça, c'est pas du tout un spoil. Bon, en fait, bouchez-vous les oreilles. Si vous avez vraiment pas envie d'entendre, mais c'est pas du tout, hein, c'est un tout petit spoil. Donc c'est un moment où Miles Morales vient à récupérer ses pouvoirs et il va devoir prendre la place de Spider-Man. Et pour prendre la place de Spider-Man, il faut un costume. Il faut un costume, et donc il va dans un magasin de costumes et il y a un vieux qui vend plein de costumes de Spider-Man. Et c'est Stanley. Et c'est Stanley. Et en fait, il regarde, il voit que le costume est taille unique et il montre, il fait mais est-ce que ça va m'aller ? Et t'as Stanley qui dit quelque chose qui en fait est très très juste. C'est que il lui dit de toute façon au bout d'un moment il t'ira. Et ça veut dire que c'est l'apprentissage encore. C'est l'apprentissage que il y a forcément au bout d'un moment où tu vas endosser toi-même le costume du héros, où tu vas endosser en fait tu vas endosser ton costume d'adulte et au bout d'un moment tu vas devenir cet adulte. Et c'est beau, James, tu m'as envie de pleurer. Je vais presque pleurer et je trouve vraiment Mais tu vois, c'est ça qui est beau dans les histoires de super-héros et ça me permet de me reconnecter. Et c'est ça, c'est
des histoires comme ça que je veux voir. Allez voir franchement, je le dirai jamais assez. Le meilleur film de 2018. Et allez voir ce putain de film, il est trop cool. Voilà. Il est très bien, mais c'est pas mon film préféré de 2018. C'est vraiment mon film préféré de 2018. Bah, moi non. Voilà. Bon, bref. Mais c'est ça que j'aime, tu vois, que ce soit avec Young Justice, Spider-Man Into Spider-Verse, c'est vraiment. On peut se servir de la figure du super-héros comme métaphore pour raconter plein de choses. Ouais. Et je trouve que c'est ça qui m'a lassé dans les films Marvel, c'est que je trouve qu'ils ne racontent plus rien. C'est mon avis personnel, hein. Si vous aimez, il n'y a pas de souci les enfants. Mais c'est mon avis personnel. Et je trouve que c'est cool d'avoir des séries comme ça, télé, animation ou autre, qui vont reprendre cet univers de super-héros et nous permettre finalement d'avoir autre chose à voir. Et nous permettre quelque part de continuer à rêver, de continuer à transmettre cet héritage des super-héros. Et je trouve ça cool. Et moi, c'est pour ça que je suis très contente qu'on ait parlé de Young Justice dans l'émission. Moi, je suis content parce que vraiment, Young Justice, c'est une série qui vous prend pas pour un con et qui a un vrai fil rouge avec un vrai. Et ces trucs. Ouais, vous allez voir que la menace est bien construite et qu'il y a des indices au fur et à mesure des saisons. Elle se fout pas de votre gueule. Et vous allez le regarder avec vos enfants, quoi. Ouais, vous allez forcément passer un bon moment devant cette série. Elle est vraiment cool, elle est vraiment sympa. C'est clair. J'ai encore plus envie de voir la saison 3 maintenant, du coup. Ouais, moi aussi. Bah écoute, je pense qu'on a fait pas mal de tout, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Et en plus, elle se permet de... Oui, James, tu veux nous dire autre chose? Ne pleure pas, reste. Non, je pleure pas. Elle se permet de réécrire des trucs. Je pense à... Il y a un moment, donc c'est pas du spoil, mais il y a Static Shock qui va arriver et ils réécrivent les origines de Static Shock. Static Shock, c'est pas un perso de DC, c'est un perso d'un autre, d'un éditeur qui a été absorbé par DC. Ouais. Et moi, tu vois, Static Shock, je connaissais le dessin animé, il y avait une série animée qui était bon sans plus. Mais ça, c'est un autre. À la base, c'était un autre éditeur qui mettait en avant, qui voulait faire ou c'était un label, je sais plus. Je dis peut-être des coups. Du coup, Static Shock, c'est un perso qui a été absorbé maintenant par DC, mais du coup, ils recréent leur origine dans Young Justice et ils le mettent en avant. Et je trouve que c'est cool. C'est pareil, c'était pas mal parce que justement, avec cette origine, on avait ce côté pareil, genre l'adulte qui nous empêche de devenir nous-mêmes, qui nous empêche de grandir. Et c'est vrai que des fois, on a des parents, ils ont tellement peur pour leurs enfants qu'ils vont les empêcher d'évoluer aussi. Donc c'est un peu ça la vie, quoi. Non, mais je veux dire, la série s'amuse avec l'univers de DC. Et elle se permet des trucs et ça c'est cool de voir, c'est cool. En plus disons que c'est des changements qui restent cohérents à leur univers et qui apportent des choses intéressantes, dire comme ça. J'ai vraiment hâte de voir cette saison 3. Peut-être qu'on fera un bonus. Oui, de toute façon, on fait des émissions. Bon, en tout cas, écoute, on est à la fin de cette émission, mon petit James. On a dit quand même pas mal de choses sur la série. Ouais. On vous spoil rien parce qu'on n'a pas envie de vous spoiler. On vous laisse vraiment découvrir. On a déjà dit assez de conneries comme ça. Juste prenez des mouchoirs pour la fin. Oui. Parce que nous, ça nous a touché. Donc, en tout cas, on était content de vous parler de cette série parce que c'est vrai que c'est une bonne série d'animation. Ouais, c'est une bonne série. On parle pas et que nous, comme vous le savez, on regarde un peu tout, série d'animation, série pas d'animation. Voilà, c'est comme ça. Bon, on espère qu'on vous aura donné envie de la regarder. Et puis c'est un truc que franchement, faut partager avec ses enfants. Vous allez partager ce que j'allais dire, ouais. C'est un truc parfait pour partager avec ses gosses. Je pense que vous passerez un bon moment à mater ce genre de série-là avec vos enfants. Merci James, c'est beau. Du coup, on vous invite également à écouter la suite de cette thématique sur les jeunes super-héros dans l'émission Comics Discovery où vous allez découvrir peut-être des idées lectures. Les équipes de jeunes super-héros. Parce que les jeunes super-héros, c'est une autre thématique encore. Encore mais 70 000. Oui, les équipes de jeunes super-héros, si tu préfères. Ouais, voilà, soyons précis. Donc j'espère que vous aurez des idées lecture, des envies de découverte. Si vous avez envie de partager avec nous, si vous avez vu la série, vous voulez partager votre avis, comme d'habitude, on vous encourage à le faire via les réseaux sociaux, mail ou bien encore sur le Discord. Si vous voulez nous faire des conseils de lecture, la même chose. Et sachez que dans 15 jours, on va se retrouver pour une émission thématique nostalgique, puisque nous reviendrons sur la fameuse trilogie du samedi. Merci James. On écoute ça, c'est beau. Parce qu'en plus, elle est revenue fin 2018 avec des séries. Donc on va vous en parler, parce que c'est vrai que dans la deuxième partie de cette saison de Geek en série, on va aborder certaines séries qui ont été diffusées dans cette fameuse trilogie du samedi. Voilà, il y aura beaucoup de nostalgie, de plaisir, de joie. Donc si vous avez envie de témoigner sur cette fameuse trilogie
que vous voulez nous parler de votre ressentiment, de ce que ça vous a apporté en tant que sériephile, n'hésitez pas. Donc vous avez les réseaux sociaux, Geek en série, le podcast sur Facebook, Geek en série _RCM sur Twitter. Sinon, si vous voulez pas vous emmerder, maintenant vous tapez James et Faye, que ce soit sur Twitter, Facebook, partout, vous nous trouverez. Tous les moyens sont bons. Comme je vous dis, on a aussi le Discord, vous avez l'invitation en description du podcast. Et bien sûr le mail geekenserie.rcm@gmail.com, c'est fantastique, plein de moyens de venir discuter avec nous. Du coup on va vous laisser et on vous invite donc encore une fois à écouter la suite de cette thématique dans Comics Discovery. On vous fait plein de bisous et on était encore très très content de vous retrouver pour cette année 2019. Au revoir, Wally, je t'aime. Wally, je t'aime. Ça va pas toi? Bon allez, à la prochaine. Je suis désarçonnée. Bye. Salut à tous et à très bientôt.